Bienvenue dans Figure de Sport. Je suis Bruno Hubi, coureur d'ultra-distance, 2 fois champion du monde de 100 km avec l'équipe de France, vainqueur des 100 km de Millau, entraîneur, passionné de sport. Dans ce podcast, je chausse mes baskets d'intervieweur pour vous faire découvrir un invité au parcours inspirant. Celles et ceux pour qui le sport a tenu une place centrale ou déterminante dans leur parcours de vie. Ici, on parle d'exploits, de dépassement de soi, de défis personnels. Dans chaque épisode de Figure de Sport, je vous emmène à la rencontre de personnalités qui ont repoussé leurs limites et les frontières du possible en se servant du sport comme source d'épanouissement et de levier de la réussite dans leur vie personnelle et professionnelle. Imaginez un homme qui a connu la fureur des pelotons professionnels, l'adrénaline des arrivées, la gloire des victoires, le confort relatif des bus d'équipe de la Française des Jeux ou du Crédit Agricole. Imaginez maintenant ce même homme, quelques années plus tard, seul à 3 heures du matin, sur un sentier escarpé, avec pour seule compagnie sa lampe frontale et le bruit de son souffle. Mon invité du jour a réussi l'une des transitions les plus inspirantes du sport français. Il a troqué un maillot professionnel contre une quête. Du cyclisme de haut niveau à l'ultra-trail, des 2500 km non-stop et sans assistance de la Race Cross France aux sommets les plus rudes, il incarne cette race rare d'athlètes pour qui la fin d'une carrière n'est que le début d'une autre aventure, physique mais également intérieure. Aujourd'hui, dans Figure de Sport, j'ai l'immense plaisir de recevoir un boulimique de liberté et aussi une personne aux valeurs humaines que je trouve remarquable, Éric Leblaché. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Bonjour Éric, je suis vraiment ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Figure de Sport. On va parler de cyclisme, on va parler de course à pied, on va parler d'un peu de tous ces sujets qui nous rassemblent et qui nous passionnent, mais comme c'est la coutume sur ce podcast, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Éric Leblaché, j'ai 48 ans dans quelques semaines. Je suis né à Meaux, sous-préfecture de Seine-et-Marne. J'y ai vécu pendant 25 ans avant de partir dans un petit village à 15 km de là. J'aime parfois dire que je suis un peu un enfant de la cité parce que mes parents nous ont élevés dans une cité populaire de Meaux. Et donc, j'ai vécu et j'ai grandi au milieu des bâtiments. Et le vélo a, entre autres, été une source d'émancipation et un échappatoire, peut-être pour éviter un destin qui aurait pu être tout autre, parce que effectivement, le quartier de Beauval à Meaux n'était pas le quartier le plus paisible de France. D'accord, t'es un gamin des cités en fait. Oui, bien sûr, ouais, je suis un gamin des cités. Alors, mes parents sont toujours dans un autre bâtiment maintenant, mais ils sont toujours sur le quartier de Beauval, qui n'est plus ce qu'il était, il faut bien le reconnaître. Mais je suis vraiment un enfant de la cité et voilà, je jouais au foot entre les arbres et je mettais mon blouson qui faisait office de poteau. Ouais, comme tous les gamins des cités. Ouais, ça me parle. Alors, ta rencontre avec le sport, où, quand, comment? À Meaux, bien sûr. Oui, alors ma rencontre avec le sport, elle est un peu génétique, hein, c'est un peu familial. Papa était cycliste dans ses plus jeunes années et puis il avait arrêté et il avait transmis le virus à mon grand frère. J'ai 2 frères, un frère qui a 4 ans de plus que moi et un petit frère qui a 10 ans de moins. Et donc j'étais tout gamin quand j'allais voir mon grand frère. Et puis papa avait commencé à se mettre un petit peu au vélo aussi. Et il ambitionnait de reprendre une licence. Il avait un peu de talent. Alors j'étais gamin, j'étais fier de venir l'encourager. Mon grand frère aussi. Et puis en septembre 1985, alors que je n'avais pas encore l'âge pour prendre ma première licence, parce qu'à l'époque la licence il fallait avoir 8 ans pour pratiquer le cyclisme. Donc on m'a prêté un vélo et puis je suis monté dessus. On m'a mis un dossard exceptionnellement et puis j'ai pu participer à une course de catégorie 8 ans, parce que c'est des catégories d'âge à l'époque. Moi j'en avais 7 et puis j'ai gagné la course et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à aller m'entraîner, d'abord seul et puis après avec le club donc de l'ESC Meaux.
Et voilà comment c'est arrivé. Il y a eu de nombreuses années où on était quatre à faire du vélo dans la famille. Alors, quand on habite un bâtiment, et je me rappelle, on avait une petite voiture, on avait une R9 avec les barres, les vélos sur le toit et tout. C'était quand même toute une expédition. Donc, c'est des souvenirs. C'est comme ça que je suis arrivé au vélo, et puis c'est comme ça que j'ai découvert la liberté que me procurait sa pratique, puisque je partais très jeune, je partais seul. En fait, mes parents m'accordaient cette confiance et cette liberté. Donc, je partais à la campagne et je refaisais la course. Et j'ai des souvenirs incroyables de 1987 notamment, où je refaisais toutes les étapes du Tour de France. Le pont SNCF, c'était le col, c'était le Tourmalet, et puis en haut, je me prenais pour Pedro Delgado, pour Stephen Roche, et voilà comment je suis arrivé au vélo. Et puis j'avais, on va pas appeler du talent à cet âge-là, mais en tout cas, j'avais des aptitudes pour le cyclisme, et ce qui fait que j'ai remporté beaucoup de courses quand j'étais gamin. Donc c'était aussi c'était entraînant, et puis ça m'a permis d'essayer de faire encore mieux chaque fois. Donc devenir cycliste professionnel, c'était ton rêve? C'était un rêve de gosse? Ou bien tu t'étais pas encore projeté aussi loin? Non, je ne me suis pas projeté aussi loin. En fait, mais c'est une très bonne question, parce que c'est presque de la psychologie. Je me suis souvent, heu, je me suis souvent comparé aux coureurs un peu plus anonymes, un peu moins champions. Donc, je vais te dire que je rêvais d'être un bon coureur de niveau élite, un bon coureur amateur. C'était plutôt mon rêve. Donc j'ai tout fait pour devenir un bon coureur amateur. En junior, j'ai éclaté, j'ai commencé à remporter pas mal de courses. J'en ai remporté 10, j'en avais remporté 8 en cadet. Et puis j'avais cette particularité que j'ai conservée, hein, encore, c'est que j'étais un très piètre sprinter. Et donc, j'avais 2 caractéristiques pour moi. La première, c'était d'être un assez bon grimpeur, et la deuxième, c'était d'être audacieux. Donc d'attaquer de loin, ou de faire un peu le coup du kilomètre. En fait, j'avais pas trop peur de ces choses-là, d'attaquer juste avant un virage et de fermer les yeux, enfin, ou presque, pour espérer que ça passe dans le virage. Donc, j'avais ces aptitudes-là, et c'est ce qui me plaisait dans le vélo, en fait, le jeu. Parfois, on dit de moi que lorsque je monte sur un vélo, on a l'impression que je joue. Mais c'est vrai que je joue au vélo, et c'est peut-être même ce qui a fait, et on en parlera plus tard, c'est peut-être ce qui a forgé mon destin, ma destinée, de ne pas vouloir aller non plus trop trop loin dans le cyclisme professionnel. Donc tout ça pour dire que j'étais pas destiné à être professionnel. Et puis j'ai commencé à remporter des bonnes courses, et puis j'ai intégré des équipes amateurs de très bon rang, la S Corbeil-Essonnes, et puis le CEM Aubervilliers, qui était donc la réserve de l'équipe professionnelle d'Aubervilliers. Et puis j'ai intégré l'équipe de France Espoir, donc j'avais 22 ans. 22 ans, oui, j'ai intégré l'équipe de France Espoir. Et puis, bon, j'avais pas vraiment cerné, en fait. Encore une fois, on revient à ça. Pour moi, c'était incroyable de porter le maillot de l'équipe de France. Donc, je voulais pas viser plus haut. En fait, j'étais bien. J'étais un anonyme de l'équipe de France. Ça me convenait bien. Et puis, il y a eu une carotte, championnat du monde 2000 à Plouay, en France. Et on n'en prenait que 5. Il y avait que 5 Français qui étaient sélectionnés. Il y avait 4 places qui étaient déjà assurées. Thomas Voeckler, Charteau, qui a été meilleur grimpeur du Tour de France, Christophe Lemével, qui a terminé 10e du Tour de France, et Nicolas Inaudi. Et puis, il restait une place. Et j'étais 7, 8e à peu près, donc j'étais pas du tout dans l'équipe A. Et il restait une seule course pour se qualifier, c'était le Tour de Catalogne, pour l'équipe B, dont je faisais partie, et l'équipe A était en Espagne. Et je me suis dit, ah, ça, c'est la chance de ma vie. Je me suis entraîné un peu comme un fou pour briller en Catalogne, et j'ai remporté une étape devant le champion d'Europe en titre. Et ce jour-là, ça a été un peu un déclic, parce que j'ai compris que j'étais capable de rivaliser. Et puis j'ai disputé les championnats du monde. Après, c'est vraiment parti. C'est parti dans le bon sens. J'ai intégré le bataillon de Joinville. J'ai fait l'armée avec l'équipe de France militaire. C'était parti. Mais on va dire juste que ce Tour de Catalogne, je ne perçois pas encore le vélo comme un métier, non, mais plus comme un jeu. Donc, une fois de plus, moi, je trouve que souvent, ce qui fait la force d'un champion, c'est cette capacité qu'il a de saisir les opportunités quand elles se présentent et de ne pas les louper, de les voir et de les saisir. Et là, tu es en train de nous expliquer que
à ce moment-là de ta carrière, tu as su saisir cette opportunité qui se présentait devant toi. Tu as su voir qu'une place, il y en avait une et il n'y en avait pas deux. En fait, tout ça, ça lance ta carrière, mine de rien. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la vie n'est faite que de choix. Si tu regardes bien, on passe notre journée à faire des choix. On passe notre journée, on peut décider de tout. Une personne qui dit qu'elle n'a pas beaucoup de liberté, moi je je suis tout à fait contre cette idée-là. En fait, finalement, on a le choix de tout. J'avais le choix de ne pas préparer l'affaire et puis, là, ça m'a vraiment motivé et je me suis dit, «Il y a en effet une opportunité» et puis, la chance et on a tous des exemples comme ça, la chance, elle passe, souvent une fois, elle repasse pas et je pense que ce jour-là, si je ne brille pas, elle repasse jamais. Et pour la petite anecdote, j'aime parfois rappeler un coureur qui s'appelle Samuel Bonnet, dont son frère a été un très bon coureur cycliste professionnel, William. Et au pied de cette dernière ascension, donc je remporte au sommet l'étape du Tour de Catalogne. Et c'est une grande cuvette, donc il y a une descente où ça frotte, donc c'est-à-dire on est vraiment guidon contre guidon, casque contre casque. Ça fait une cuvette et hop, on monte. Et il y a une montée terrible jusqu'au sommet, donc et l'arrivée était jugée au sommet. Et je suis très mal placé parce que j'avais un peu peur. Et Samuel Bonnet vient me chercher parce que lui était sprinter, il avait aucune chance de briller. Il vient me chercher et on peut dire, il m'engueule en me demandant ce que je fais là. Et il prend tous les risques en mode pardon, 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 pardon. Voilà, donc il fait de la place, il me fait de la place pour me placer idéalement au pied de cette montée. Et je remporte ensuite l'étape. Je dois une partie de ma carrière professionnelle à Samuel Bonnet, aussi anonyme soit-il, mais je lui rappelle souvent. Encore une fois, et ça montre ce que tu dis, ça rejoint ce que tu dis, c'est que parfois c'est tout de suite, c'est maintenant ou jamais. Et ça, je crois beaucoup en ça. Il y a des opportunités, il faut les saisir et certaines ne reviennent jamais. Ouais. La capacité de ceux qui réussissent, ça, j'en suis convaincu. Et donc, je le répète à nouveau, c'est d'avoir cette lucidité, de voir cette opportunité et de la saisir. Et si je dis ça, c'est parce que je pense toujours à celles et ceux qui nous écoutent. Pourquoi Éric Le Blaché est sur ce podcast aujourd'hui? Parce qu'il a plein de choses à nous transmettre. Et peut-être que ça, c'est la première des choses. Ne laissez pas passer les opportunités quand elles se présentent. Oui, 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 une opportunité d'ailleurs qui peut être bonne ou mauvaise, hein. Moi, j'essaie toujours que quelque chose pour lequel je dis à cause, j'arrive à dire grâce. À un moment ou un autre, dans la vie, demain, après-demain, dans 10 ans ou même plus, eh bien grâce à, il m'est arrivé ça, je peux faire ça, je prends, cette voie-là. Et donc j'essaie d'avoir le plus possible de grâce à et pas de à cause de. Déjà parce que je suis mauvais en gestion de conflit, donc j'essaie d'avoir le moins d'ennemis possible parce que je sais pas trop gérer le conflit, mais aussi parce que j'ai pas le niveau qui me permet d'avoir une charge mentale trop élevée. Donc finalement, j'essaie de m'éloigner et de fuir les problèmes en essayant de trouver toujours des opportunités et des solutions. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Et peut-être même que c'est la clé d'une vie épanouie, en tout cas, ou d'une vie où on se sent heureux, c'est d'essayer de trouver des opportunités, des challenges et des grâce à, et pas des à cause de. Alors, Éric, je viens de brosser ce portrait de toi en introduction. Donc, on a compris que tu avais été sportif de haut niveau en cyclisme, donc cycliste professionnel, mais que tu ne fais pas que ça et que tu as réussi à rebondir sur d'autres sports, notamment sur la course à pied et sur les sports de longue distance. Alors, entre les routes du Tour de France, de l'Étoile de Bessèges que tu as remporté, et la solitude des sentiers de l'UTMB, est-ce que l'adrénaline d'un peloton lancé à 60 km/h, même si on a bien compris que tu n'aimais pas frotter, te manque parfois? Ou est-ce que tu as trouvé dans la montagne, dans le silence, une intensité que le cyclisme pro ne pouvait plus t'offrir? C'est différent, le parallèle est différent. La sensation de vitesse, à vélo, elle est presque indescriptible. Lorsque, vous parvenez à dépasser les 100 km/h, dans une descente de col sur votre compteur, jamais vous retrouvez cette sensation-là, dans la course à pied. Ça, c'est évident. Par contre, il y a un moment d'introspection que vous trouvez en course à pied et que vous ne trouvez pas en vélo.
Donc c'est ce qui m'avait aussi un peu amené après, 6 ans de professionnalisme, à vélo, à, imaginer, m'ouvrir à d'autres formes de pratiques, en fait. Et la course à pied, c'était pour moi, ça a été pour moi un fil conducteur dans la reconversion, en fait. Il faut savoir que, pour faire un tout petit historique, j'ai refusé, donc j'avais, 6 ans professionnels et puis j'avais 2 années de contrat supplémentaires et j'ai refusé parce que j'avais envie de m'ouvrir à d'autres formes de pratiques et puis j'avais envie de vivre autre chose. J'ai toujours considéré qu'une vie, réussie, si tant est qu'on puisse qualifier une vie de réussie, mais une vie épanouie en tout cas, était une vie où on avait réussi à remplir le plus de cases possible. Et pour moi, avoir été cycliste professionnel 6, 8, 10 ou 15 ans, au dernier jour de sa vie, ça s'appelle avoir été cycliste professionnel. Point. Je peux te citer des dizaines, si ce n'est des centaines de coureurs cyclistes qui ont fait 2, 3, 4 Tours de France et tu es incapable de les identifier dans la rue, mais aussi sur un livre. Tu ne sais pas en dévoilant le prénom et le nom qu'ils ont été cyclistes professionnels. Donc moi, 6 ans, ça m'allait, c'était parfait, mais je crois beaucoup et ça rejoint encore ce que tu dis, tu vois, que en fait, il y a des choses trop plus tard, ça n'a pas de sens. Donc je m'étais dit à 30 ans, si j'arrête d'être cycliste, j'ai encore l'opportunité de faire, des choses en étant, je dirais, dans la pleine force de l'âge. J'ai la possibilité de m'ouvrir à des challenges que je ne pourrais peut-être pas voir de la même façon si j'arrête, la pratique professionnelle à 36 ou 37 ans. Ou si riche, que je puisse être, et ça n'a jamais été un argument en tout cas pour me faire, poursuivre. Donc, je m'étais dit à la course à pied, c'était idéal pour moi, c'était aussi la liberté. C'est un sentiment que je cultive beaucoup. Moi, le sport individuel, pour moi, c'est la liberté. C'est aussi pour ça que je me suis jamais ouvert à un sport collectif. Alors, parfois, il y a un peu un débat où on dit que ceux qui pratiquent les sports, individuels, sont des gens, qui n'ont pas le sens, de l'équipe, qui sont individualistes. Bon, voilà, je me suis toujours, j'ai toujours refuté cet argument-là, mais en tout cas, pour moi, c'est la liberté. La liberté d'arriver à un carrefour, de prendre à gauche, à droite, tout droit, et en course à pied, je retrouve vraiment ça. Et c'est ce qui a fait que j'ai perduré parce qu'au début, c'était pas facile. J'ai enchaîné un peu les blessures, hein, je dirais comme un cycliste qui se met à la course à pied, hein. J'ai enchaîné, j'étais le roi de la périostite, des fractures de fatigue, métatarsiennes, et cetera. Mais j'ai persisté parce que j'y voyais vraiment du sens et puis je je me débrouillais pas trop mal et puis je prenais vraiment plaisir. Donc j'ai insisté, insisté et jusqu'au moment où j'ai un peu creusé, dans la montagne. Voilà, je me suis dit, la montagne, j'ai toujours eu un peu une certaine alchimie avec la montagne et puis, j'ai commencé à aller marcher, à aller courir en montagne et là, ça a été un peu une révélation. J'ai encore plus aimé la montagne que je l'aimais déjà, quoi. Et c'est surtout le sentiment de liberté que la montagne m'a procuré. Voilà, ça a décuplé mon envie de pratiquer à pied. Donc tu as dû désapprendre en fait toutes tes habitudes de cyclisme que tu avais pour devenir coureur. On sait, enfin en tout cas moi en tant qu'entraîneur, je connais bien la problématique des cyclistes qui font de la course à pied. Il n'y a pas les chocs, il n'y a pas les impacts, hein, qu'on décrit souvent comme délétères, mais qui ne le sont pas tant que ça. Et oui, le cycliste, il est assis sur son vélo, les impacts, les chocs, il ne connaît pas. Et beaucoup de cyclistes qui se mettent à la course à pied passent par ce stade de blessure. Ça choque, hein, ça interpelle plus quand on parle de sportif de haut niveau. Quelqu'un qui va débuter, qui va se mettre à la course à pied, qui va passer par toutes les blessures, bah, on trouve ça presque normal, c'est logique. Mais qu'un sportif de haut niveau comme toi, qui a fait des sélections en équipe de France, donc qui a fait les championnats du monde de cyclisme, donc qui a fait du très haut niveau dans son sport, passe par tout ce stade de blessure, ça peut être surprenant, mais pour autant, c'est un peu le lot de tous les cyclistes parce que ce sont des sports aérobies, certes, d'endurance, certes, mais qui génèrent des contraintes qui sont complètement différentes. Donc toi, tu as dû, en quelque sorte, un peu désapprendre pour réapprendre. Oui, c'est ça, oui, j'ai dû apprendre à m'entraîner, à pied. À vélo, on a quand même la culture de la borne. On a la culture, j'aime bien, employer cette expression, mais en fait, dans le vélo, souvent, on va rouler, alors qu'à pied, on va s'entraîner. J'ai appris des mots à pied. Je dis «vous» parce que pourquoi, je dis «vous» Bruno? Parce que je considérerais toujours que je suis un cycliste qui pratique la course à pied.
Je ne suis pas un coureur à pied. Je ne suis pas de ce monde-là. C'est pas vraiment ma famille en fait. Moi, je suis cycliste et je dis souvent aussi que mon cuissard et mon maillot, c'est mon plus beau costume, hein. Et on dit de moi aussi que c'est mon plus beau costume. C'est comme ça que je suis le plus beau, avec un cuissard et un maillot et un casque. Donc, j'ai appris en effet à m'entraîner et à pas faire des kilomètres pour faire des kilomètres, et puis à apprendre à me soigner, à m'échauffer, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on n'a pas sur le vélo. Quand on est professionnel, on descend des bus parce que bon, on a bien souvent pas l'occasion d'être trop en contact avec le public malheureusement, donc on sort des bus, on va sur la ligne de départ et puis c'est parti en fait. Il y a pas d'échauffement. L'échauffement, c'est bien souvent le départ fictif, mais lorsque tu fais le départ fictif d'un Tour des Flandres ou d'un Paris-Roubaix, ça roule aussi vite que pendant la course parce qu'il faut être placé. Donc on descend du bus et c'est la course. Il y a pas cet échauffement. Alors petit à petit, Heu, via, les appareils connectés et le home trainer, on arrive maintenant un peu à s'échauffer et à récupérer, grâce notamment à des coureurs comme, Pogačar. C'est la Sky qui a amené ça, hein, qui a amené, le protocole home trainer avant, le départ et après, les arrivées. Mais en effet, ce sont des protocoles d'entraînement qui sont totalement différents et j'ai dû, en tout cas, faire différemment et composer. Je fais un mix, en fait. Je pense que je suis un peu, un peu singulier sur ça. Voilà, je fais un mix parce que je resterai toujours un cycliste et parce que j'ai besoin du cyclisme aussi pour pouvoir pratiquer la course à pied. En fait, il y a un moment où quand je pratique trop la course à pied, il y a un moment où je me reconnais plus. En fait, il y a un moment où j'ai besoin de monter sur mon vélo, d'aller refaire du vélo, de reprendre un virage, de faire un peu, de jouer avec mon vélo et de retourner ensuite avec mes baskets et à nouveau d'être, fort. En fait, j'ai été suivi par un préparateur mental qui je me rappelle, bon, ça la petite anecdote, championnat de France de duathlon, un mois avant, donc championnat de France de duathlon courte distance. Un mois avant, je suis au fond du trou, j'y arrive pas, j'abandonne une course, et je suis au fond du trou et j'y arrive pas du tout à pied, j'arrive plus du tout à courir et puis moi, quand j'arrive plus à courir, j'ai l'impression de je ne sais plus courir en fait, je marche, je n'arrive plus à courir. Et lui, il me dit, «Mais qu'est-ce que tu sais faire, toi?» Je lui dis: «Moi, je sais faire du vélo». Et il m'a dit: «Fais du vélo, fais ce que tu sais faire». J'ai fait que du vélo pendant presque un mois, donc je me suis entraîné une fois le lundi avant le championnat de France et j'ai été champion de France. Donc j'ai été champion de France avec le moins de kilomètres, à pied, possible, mais j'avais fait ce que je savais faire et je pense que mentalement ça m'a aussi aidé. Ça veut dire que tous les plans d'entraînement, qui peuvent exister et tous les entraîneurs qui peuvent exister, heu, ne pourront jamais remplacer ce que toi tu sens, ce que tu ressens, ce que tu as besoin, ce que ton corps a besoin, mais ce que ta tête a besoin aussi parce qu'on a des vies, on a un métier, on a une famille, on a des soucis, on a des emmerdes, on a des engueulades, on peut avoir des tas de choses et à un moment revenir à son essentiel, c'est prépondérant pour résister en fait, pour résister au temps qui passe, pour résister à l'enthousiasme aussi qui doit nous gagner au quotidien. Et moi, je retrouve ça dans le vélo en fait. C'est mon échappatoire, c'est mon copain, c'est mon meilleur, c'est vraiment mon copain. Et avec lui, on a vécu des galères, hein. Il m'est arrivé des accidents, il m'est arrivé tout ça, mais jamais il m'est venu à l'idée de me séparer du vélo. Non, non, le vélo, pas du tout. Donc je ne suis pas un coureur à pied, voilà, c'est la révélation. Alors, dans le genre grand écart de la course à pied, du vélo pro à la course à pied, il y en a un autre, moi, qui m'a vraiment interpellé. Euh, je ne sais pas si les gens connaissent la Race Cross France, donc tu me l'expliqueras parce que tu connais ça bien mieux Oui. que moi, mais toi, tu es passé d'un sport où tu étais assisté, c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein. Donc, tu avais Non. une assistance totale, tu l'as dit, hein, les mécanos, les directeurs sportifs, les kinés, on sort du bus, on rentre dans le bus, assistance totale. Et c'est bien parce que ça permet aux sportifs de savoir se concentrer, de pouvoir se concentrer sur ce qu'il a à faire, c'est-à-dire pédaler, gagner des courses. Et là, tu fais une course de 2500 km en autonomie complète, c'est-à-dire que là, il y a toi et toi, il y a toi et ton vélo. Comment est-ce que comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on fait pour passer de cette hyper assistance
à une course où là, pour le coup, il n'y a plus rien, quoi. Et c'est pas juste quelques centaines de kilomètres, c'est 2500 kilomètres en autonomie. Oui, c'est vrai. Alors ce qui m'anime, personnellement, c'est, les choses un peu trop grand, un peu trop haut. Donc j'ai toujours aimé, sortir un peu de ma zone de confort et essayer d'aller là où on ne m'attend pas, mais surtout où je ne m'attends pas. Donc j'avais déjà remporté par le passé, 2 épreuves ultra distance de 700 kilomètres et j'avais remporté déjà 2 fois les 24 heures du Mans, et 1 fois les 24 heures du Castellet en solo. Et On fait combien de kilomètres alors, je sais combien on fait de kilomètres quand on fait 24 heures en course à pied. J'ai aucune idée. Enfin, voilà, tu vois, si on me demande, on fait combien de kilomètres quand on fait 24 heures, à ton niveau d'ailleurs, quand on fait 24 heures en vélo sans s'arrêter? à peu près 750 kilomètres les 3 D'accord. fois. Ouais, 750. 750 Alors kilomètres en 24 heures. oui, 750 kilomètres sur le circuit, Bugatti et sur le Bol d'Or au Castellet. Et donc j'étais jamais monté plus haut, que ça, que cette distance-là et puis, ça vient vraiment tout naturellement. Le confinement amène, son lot de réflexion et d'introspection et puis j'ouvre un magazine et je tombe sur la publicité de la Race Across France et je vois 2 500 kilomètres. Je dis: «Là, ça c'est incroyable cette histoire-là». Ça me paraît fou. Je mets 2 clics, sur, internet et le soir même j'étais inscrit. Parce que ça me paraissait imp et c'est vraiment la vérité, hein. J'étais inscrit le soir même. En fait, j'en parle à ma femme qui me dit: «Faut foncer, faut y aller». Le soir même, j'étais inscrit. Parce que ça me paraissait impossible et donc comme ça me paraissait impossible, j'y suis allé. Il y a un autre parallèle, hein, à pied, c'était les 6 jours de France, ça me paraissait impossible de faire 6 jours et comme c'était impossible, je me suis inscrit. Donc j'ai toujours été animé par ce côté, un peu, challengeant là Mark Twain, et c'est pardon? c'est ce côté Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit des fois, voilà, c'est ça, ouais. J'étais toujours été animé un peu par ça et puis, j'aime aussi, oui, me relever des défis personnels comme, sortir de blessures et me dire que la réponse, elle sera sur le terrain. Donc, personne, ne me challenge, particulièrement ou bien, personne, ne me fait de remarques, mais moi, je me challenge en disant: «Bah, la réponse, elle sera sur le terrain» et la Race Cross France, donc 2 500 kilomètres pour revenir à son expression, 2 500 kilomètres en autonomie quasi totale puisque, il y avait 3 bases de vie la première année où je la fais. Kilomètre, 300, kilomètre 1000 et kilomètre 1500 à la sortie des Alpes. Et donc on emmène, notre matériel sur nous, nos vêtements, tout est sur nous et dans des pochettes, dans des bagages qu'on a sur notre vélo. Le parcours n'est pas fléché bien évidemment, c'est une Trage GPX, hein, qu'on a sur la montre et puis, on dort où on peut et on mange, ce qu'on veut et ça, j'aimais justement, ça rejoint le sentiment de liberté, le côté anonyme aussi, ne pas être un finalement être un héros ordinaire du moins. Voilà, j'aime ce côté-là, être un héros ordinaire et et puis c'était pas très connu, si tant est que ça le soit de maintenant. C'était pas très connu en 2021 lorsque je me suis inscrit la première fois et donc bah, voilà, j'ai foncé et puis ça a été un vrai coup de cœur. Alors un coup de cœur pour l'épreuve évidemment puisque je l'ai fait 5 fois, depuis, mais aussi un coup de cœur pour, la pratique en elle-même, c'est-à-dire, la liberté, le fait de partir en voyage, et le fait de faire, quelque chose hors norme, en fait, de dormir, dans les abribus, de manger ce qu'on trouve, bah, j'ai adoré, en fait, de rouler la nuit. J'ai toujours été animé par, la nuit, en fait. Je suis des fois, en rigolant, j'ai dit que c'est dommage la nuit parce qu'il faut dormir. Parce que moi, je préfère la nuit que le jour. Je trouve ça beaucoup plus joli. La nuit, c'est apaisant, le ciel est très beau, mais malheureusement, il faut dormir la nuit. Mais on voit Donc rien la nuit en vélo. bah, j'aime aussi ça, j'ai mes lumières et tout et je suis un peu une chouette, D'accord. j'arrive à bien voir avec mes lumières et puis j'aime beaucoup rouler la nuit, à vélo et même à pied d'ailleurs. Donc c'est aussi ce qui me plaisait dans l'ultra distance, c'était pouvoir, pratiquer, le sport, la nuit et voilà comment je suis arrivé à cette première Race Across France, là, que j'ai fait 6e. Donc j'ai beaucoup appris sur moi-même, hein, parce que c'était, une vraie découverte en tout,
dans les blessures, dans les gènes, enfin, j'ai des irritations, enfin voilà, c'est pas rien en fait. C'est facile à dire comme ça, mais c'est pas rien. Petit aparté, on va me dire, mais comment on fait pour s'entraîner pour 2500 kilomètres? Eh bien, j'ai jamais dépassé 300 kilomètres d'entraînement. Parce que effectivement, on s'entraîne pas en faisant une sortie de 1200 kilomètres. Il y a un aspect mental qui est prépondérant, mais surtout une préparation physique générale, globale, hein. Il faut s'entraîner, c'est la régularité qui prime. Et puis s'entraîner dans des mises en situation, des mises en situation de nuit, des mises en situation avec le matériel sur soi. Et puis après, de toute façon, tout le monde est fatigué. À un moment, tout le monde est fatigué, tout le monde est irrité, tout le monde a le vélo qui couine, tout le monde a la pochette qui balance de gauche à droite. Et là, c'est vraiment le mental. Et j'ai des faiblesses mentales, j'ai des lacunes parce que j'ai un peu un manque de confiance en moi et peut-être on arrivera à échanger sur ce qui m'a amené à ça, malheureusement, les accidents de parcours de vie. Mais en tout cas, je lâche pas l'affaire. Je dis souvent ça et je lâche pas l'affaire. Et comme je lâche pas l'affaire, ben, les autres lâchent et progressivement en tout cas. Et moi, non, voilà, je lâche pas l'affaire tant que vraiment je suis pas arrivé au bout du bout du bout du bout. Donc voilà, tout ça a fait que la Race Cross France, c'était une communion, c'était presque une évidence au final. Et est-ce que tu peux nous préciser le dénivelé de cette course? Alors, c'est un parcours qui évolue d'année en année, un peu comme le Tour de France au final. Il y a une présentation du parcours d'année en année. Ça explique que depuis 2 ans, j'y suis pas retourné parce que, 2 raisons à ça en fait, hein. 20 000 mètres de dénivelé, pardon, pour répondre à 20 ta 000 mètres de question et pas dénivelé, oui. attends, Vous faites tous les j grands cols des Alpes à peu près? ouais, c'est ça. Les premières années, c'était ça. Désormais, le parcours a un peu évolué. Il s'est un peu ouvert, c'est normal. Il a voulu, je dirais, balayer un peu plus large, dans les pratiquants et être un peu moins sur l'élite. Donc, c'est un petit peu moins difficile et ça m'a fait un peu moins rêver. Donc j'ai un peu passé mon tour sur ces, 2 dernières années. J'y retournerai, mais en tout cas cette année, encore en 2026, j'ai voulu faire autre chose et puis, tu vois, on revient à ce que je t'ai dit à propos des années professionnelles, en fait. J'ai fait la Race Cross France 5 ans, 5, 7, 9, 11. Je l'ai faite. Il y a tellement de choses à faire. J'avais 40 ans, j'avais 40 ans hier. J'ai 48 ans là. Donc, on est tous logés à la même enseigne. Donc, je me suis dit, bon, voilà, faut pas que ce soit une obligation, en fait. Voilà. J'ai été professionnel, c'était mon métier. Maintenant, il n'y a rien qui n'est plus mon métier que mon vrai métier. Donc, j'avais autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. J'y retournerai, mais en tout cas, pas cette année. 20 000 mètres de dénivelé, ça dépend des années. Cette année, c'est un petit peu moins difficile. C'est un petit peu moins, un peu plus inclusif. Un peu moins difficile, 18 000. Oui. Oui, je sais. Ouais, il y a un peu moins de col alpin. Alors, c'est vrai que l'Auvergne, les Vosges, le Jura, attention, c'est très mal plat et c'est bien souvent plus casse-pattes. On le voit sur le Tour de France d'ailleurs, des fois, les défaillances surviennent sur les massifs de moyenne montagne. Mais ça me faisait moins rêver en fait. Moi, j'aime, voilà, les années où je l'ai faite, on a fait l'Iseran, on a fait le Tourmalet, on a fait l'Alpe d'Huez, Sarenne, le Galibier. C'est tous ces cols-là qui m'animaient. Un petit peu moins le col du Grand Colombier, même si il est très difficile, j'en doute pas, mais la liberté, c'est important pour moi et le Grand Colombier me fait pas rêver, voilà, aussi dur soit-il. Alors, j'ai sorti ma calculette pendant que tu nous expliquais tout ça. Donc, j'ai calculé que sur 24 heures, tu roules à plus de 31 km/h de moyenne. Donc, j'imagine à combien ça roule en vrai, parce que forcément, sur 24 heures, il n'y a pas 24 heures non-stop de pédalage. Donc, ça doit rouler à 35, peut-être même 40 sur 24 heures. Donc, voilà. Donc, les spécialistes apprécieront. Et rappelle-moi combien de temps tu as mis pour faire ces 2500 km de la Race Cross France? Alors mon record, la distance évolue d'année en année, donc on dit 2500, mais des fois c'est arrivé que ce soit plus proche des 2600 et des fois c'était plus proche des 2450. Mais j'ai mis 7 heures et 7 jours, pardon, 7 jours et 7 heures. C'est l'édition où j'ai mis le moins de temps possible. Et il y avait 2552 kilomètres. Donc Ouais. j'ai beaucoup roulé. On va dire sur une journée de 24 heures, il faut réussir à passer les premiers jours, il faut approcher les 600 kilomètres. Il faut D'accord. approcher les 600 600 kilomètres. km. Ouais, sur un parcours forcément qui n'est pas en circuit, hein, les 24 heures du Mans ou le Castellet, c'était un parcours avec un bitume qui était super. Ouais, qui rendait bien. Et puis on n'avait pas besoin de chercher notre parcours, ça tourne. Donc là, c'était différent. Et le premier jour, ouais, il faut approcher les 600, 700 kilomètres. Il faut forcément faire une première nuit blanche, ça c'est essentiel.
Et puis après, il faut réduire le temps de sommeil. De toute façon, bon, une règle depuis a été mis en place, notamment sur les race cross, parce que le sommeil, c'est important parce que ça peut amener à des accidents, bien évidemment. S'endormir sur le vélo, ça peut être mortel. Mais il est évident que à un moment, tout le monde est fatigué et le curseur qui permet de faire basculer le classement, c'est le temps de sommeil. Il y a des Moi, j'ai appris à moins dormir. J'ai appris à moins dormir grâce aux épreuves ultra-distance à vélo. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de alors, mais évidemment que dormir 8 heures, lorsque je dors 8 ou 9 heures, le lendemain, j'ai l'impression d'être en pleine forme. Mais en vérité, je pense que 6 heures, me suffit et sur une race cross, je dors, à peu près 2 heures, 2 heures et demie par, nuit et lorsque je suis vraiment fatigué, je fais des cycles de 7 minutes. Alors pourquoi 7 et pas 10? Bon, en fait, j'ai testé. Alors, effectivement, il y a peut-être pas une grande différence entre 7 et 8, mais il a bien fallu mettre le réveil à un moment, hein. Le réveil, je l'avais mis 7 minutes et puis je me suis aperçu que ça correspondait à un mini-cycle, en tout cas, une certaine régénération et ça me va. Donc je fais, 4 ou 5 cycles de 7 minutes, dans la nuit. J'arrive à passer la première nuit, comme ça. Effectivement, c'est un peu dangereux, et c'est pour ça que la règle du sommeil, dite du sommeil, est une très bonne chose, à savoir, de pouvoir poser son vélo 4 heures sur 36 heures. Alors ça ne veut pas dire dormir, mais ça veut dire que pendant 4 heures, il ne faut pas, rouler. Il faut que la balise soit à l'arrêt pendant 4 heures et c'est vrai parce que ça amène à des accidents. En fait, il y a un moment, un moment, c'est l'escalade et puis ça peut conduire à des drames et peut-être même que ça conduit à des drames. Il y a eu des accidents et des personnes qui se sont fait renverser. On ne saura jamais s'ils se sont endormis sur le vélo ou pas. Parce que bon, j'ai souvenir d'une personne qui a perdu la vie sur une épreuve à l'étranger. Et bon, bah, peut-être c'était à cause de ça. Donc il fallait un petit peu arrêter avec ça. Et donc ça a été une très bonne chose. Mais effectivement, une race cross comme une épreuve ultra distance à vélo, c'est c'est perturbant, c'est à vie, on s'en souvient toute sa vie, mais c'est quelque part un peu destructeur, effectivement. Mais je pense qu'une épreuve à pied, pour avoir fait les 6 jours l'année dernière, les 6 jours de France, et j'ai fait 610 kilomètres en 6 jours sur un circuit d'1 kilomètre 100 dans un camping en Ardèche. Enfin, ça me paraît, même encore quand j'y repense, je me demande voilà ce qui m'est passé par la tête. Et Quelle je me mouche demande t'a si piqué? voilà, je me demande si c'est pas de ta faute d'ailleurs, Bruno, toi qui m'as suivi pendant des semaines pour préparer cette affaire. Mais il y a un moment où on se dit, en fait, je pense aussi que les épreuves ultra distance sont un bonheur, ce que j'appelle un bonheur différé. Et ça, il faut vraiment l'accepter. Sur le moment, le bonheur, faut quand même le chercher. Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est heureux à 3 heures du matin, en étant fatigué, en ayant un peu mal partout, en ayant faim? Est-ce qu'on est heureux sur notre vélo? Moi, non, en tout cas, non. Il y a des fois où j'en ai vraiment marre. Et le marre, sur la dernière race cross que j'ai faite, où je termine quatrième, ce marre-là, il dure pendant des heures et des heures. Il doit durer à peu près pendant 12 heures. Je n'ai vraiment aucun plaisir. J'insulte la terre entière. J'en ai marre. Mais je sais que dans quelques jours, ce sera un vrai bonheur. Donc, il faut vraiment conscientiser le fait que c'est un bonheur différé et qu'il faut passer le cap et accepter que c'est totalement différent d'une épreuve classique où on arrive à prendre du plaisir, je dirais, du départ à l'arrivée. Là, non. Sur une épreuve ultra-distance, même les premiers, sur les 6 jours de France à pied, le premier, il n'est pas dans le plaisir lorsque je le vois de multiples fois sur le parcours en aller-retour. Il est vraiment la souffrance, il prend aucun plaisir, il en pleure presque en fait. Mais il sait que plus tard, ça va être un vrai bonheur. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. On en revient au mental, hein, on en revient au mental. Dans le sport, le mental, c'est un. Moi, je pense que c'est l'arme du 21e siècle, pour être très honnête, dans le sport. Parce qu'à un moment, le corps, il va avoir ses limites. Le 100 mètres, on va jamais le faire en 6 secondes. Il y a un moment, on ne pourra pas aller beaucoup, beaucoup plus vite. Par contre, le mental fait qu'on aura la capacité à répéter l'effort le plus régulièrement possible et à gagner le petit centième, la confiance, ou bien à détruire son adversaire par un regard, par un mot, par une attitude qui fait que l'adversaire qui valait aussi bien, bah, on va l'avoir baissé de 2 centièmes ou de 2 millièmes. C'est probablement ça la clé du sport et du succès de ces prochaines années. C'est le volet mental.
certainement. Et je pense qu'effectivement, un coureur comme Pogacar, il a un mental qui n'est pas, ou un Djokovic. Je pense que ce qui les distingue, c'est vraiment qu'ils ont cette capacité de mobiliser leurs ressources d'une manière extraordinaire. Et pour enchaîner sur cette notion de traversée d'ultra-distance, moi, il y a une question que je voulais te poser. Alors, on va dépasser le cadre du sport, mais c'est aussi pour ça que tu es là, parce que je pense que tu as cette capacité à transmettre des choses. Là, la notion, enfin, ce terme de bonheur différé, je l'ai noté parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est une belle manière d'expliquer pourquoi on fait tout ça à tous ceux qui ne comprennent pas. Moi, j'ai fait la Transgaule, Mhm. donc c'est la traversée de la France du nord au sud à pied. Et comme toi, hein, quand je réfléchis à ça, je me dis mais comment j'ai pu faire une chose pareille. Et donc, je sais ce que ça peut procurer, parce que ça va bien au-delà de l'activité physique et du sport. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur soi quand on traverse la France comme ça, seul, sur son vélo, ou en courant, ou peu importe, qu'on ne peut pas apprendre dans la vie de tous les jours? En tout cas, le parallèle qu'on peut faire entre les 2, mais on le cerne, qu'en ayant vécu la deuxième, dans le deuxième cas, c'est le côté sinusoïdal de la vie et d'une réussite. Il y avait une expression qui disait: «Pour qu'un succès se réalise, de combien d'échecs a-t-il fallu se relever?» Et effectivement, c'est ce qu'on retrouve sur ces épreuves-là, c'est qu'on va de pas bien à bien. Le problème, il est pas quand on va pas bien, il est quand on va bien. Parce que quand on va bien, on en fait trop, on s'alimente pas bien, on a ce qu'on appelle la confiance et là, on court à sa perte. Alors que quand on n'est pas bien et on est beaucoup plus attentif à soi et c'est comme ça qu'on cultive, la réussite. Enfin moi, j'ai toujours pensé que c'était comme ça que je cultivais et j'aime pas partir, sur une épreuve ultra distance et en ayant de très bonnes sensations, par exemple. Parce que j'ai la confiance, parce que je me disperse, parce que je cloisonne, pas et donc les épreuves ultra distance m'ont appris ça, m'ont appris à cultiver, l'échec, à en faire une opportunité, à rebondir, à être, résilient. Je crois que je tiens la résilience, des épreuves, sportives et de ma carrière sportive où j'ai eu plusieurs accidents de parcours et j'ai toujours estimé que c'était, une chance et donc j'ai toujours eu cette résilience-là. Les épreuves m'ont appris, ça et m'ont appris à cloisonner aussi et c'est peut-être une faiblesse qu'on a dans nos vies de pas forcément cloisonner et de pas forcément savourer aussi l'instant présent. Heu, la sagesse, je le mot sagesse, si je ne dis pas de bêtises, dans l'étymologie, il y a savourer et quelqu'un de sage, la sagesse, c'est aussi savourer l'instant présent, le moment présent et dans le sport, eh bien, on apprend parfois à savourer le moment présent, le lever de soleil, le moment: «Ah, on est là, pas un bruit, la marmotte, le paysage». Alors que dans nos vies, on est rarement dans l'instant présent parce qu'on a toujours une pensée parasite. On est toujours à penser au pain à aller chercher. Enfin, il y a toujours un truc qui nous ramène à ne pas vivre l'instant présent. Cette quête perpétuelle, en fait et je le dis parfois à mes enfants. Heu et bon, mes enfants, ils sont ados. Enfin, Lola, elle a 20 ans, mais mes enfants sont comme tous les enfants, hein, quand c'est nos enfants, c'est toujours les meilleurs. Mais bon, c'est 2 beaux enfants, mais de très, très beaux enfants. Mais en tout cas, des fois, je me dis: «Il y a un moment, il faut savoir se réjouir au lieu de se contenter» et et ça, c'est très important. Se réjouir au lieu de se contenter et dans le sport, j'ai appris ça, à me réjouir plutôt que, me contenter. Parce qu'autrement, ça va jamais en fait. Quand on est quatrième, bah, on a le regret parce que le podium, il était pas loin. Troisième, ah quand même le titre, il était pas loin. Mais en fait, quand est-ce qu'à un moment ça va? Quand est-ce qu'à un moment on dit: ça va», bah et dans la vie, c'est ça. C'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants. Quand est-ce qu'à un moment on dit: «Ça va»? Bah, en effet, on pourrait être plus riche. En effet, on aurait pu partir 3 semaines au lieu de 2 semaines. Mais c'est pas mal quand même, ça va. C'est pas mal quand même. La maison, bah, en effet, on pourrait avoir une véranda devant, une véranda derrière. On pourrait avoir, un motoculteur, enfin, ouais, un tracteur au lieu d'avoir une tondeuse, mais quand est-ce qu'à un moment ça va? Quand est-ce qu'on dit: «C'est chouette,
Je me réjouis de ce que j'ai. Et le sport m'a vraiment appris ça et les épreuves longue distance m'ont vraiment appris ça. À me réjouir d'être finisher. Eh bien oui, j'ai fait la TDS cet été et j'ai terminé dans les 40 derniers et je l'ai presque fait exprès, je vais te dire, Bruno, parce que je suis arrivé au dernier ravitaillement, il y en avait un peu moins de 200 encore derrière moi et je me suis dit: «Bah, ça me va, je vais arriver dans les délais, ça me va, je m'en fiche en fait». Terminer 1014e ou 1268e, je m'en fiche, pour pas dire je m'en fous et donc je me suis vraiment réjoui d'être finisher et et j'ai marché les 8 derniers kilomètres, j'ai savouré l'instant présent, les applaudissements, les sourires, j'ai renvoyé le sourire aux gens, j'ai cultivé l'enthousiasme, qualité que je trouve essentielle dans la vie. Une personne enthousiaste, c'est pour moi une vraie qualité, une vraie valeur. C'est presque un diplôme sur un CV en vérité. Et les épreuves sportives m'ont vraiment appris à cultiver la résilience, l'enthousiasme et apprendre à me réjouir. Oui, et apprendre à pas lâcher l'affaire. Mais c'est ce qu'on retrouve dans la vie en fait, hein, pas lâcher l'affaire. Si bien face à des accidents de vie, face à des accidents, voilà, de tout ce qui peut nous animer, hein. Tu parlais tout à l'heure de Pogacar, mais Pogacar, il a cette qualité hors norme, c'est celle de cloisonner. Il cloisonne. Parce que Pogacar, il est comme toi. Pogacar, il s'engueule avec son ami. Pogacar, il a des problèmes avec ses parents. Pogacar, quand il fait Milan-San Remo, il se demande comment il va pouvoir rentrer de Milan. Est-ce qu'il n'y a pas une grève avec les avions? Est-ce que ce soir, il va être chez lui? Est-ce qu'il a exactement les mêmes soucis, ou du moins les mêmes inquiétudes, les mêmes parasites que toi? La capacité, elle réside dans sa façon de cloisonner. Il cloisonne les choses. Il n'y a rien d'autre qui compte que la course, à l'instant présent. Et ça, c'est pas dû à tout le monde. Et ça, c'est un vrai entraînement. L'entraînement physique, très important au quotidien de s'entraîner, mais entraîner son mental à cloisonner, c'est hyper important. Et le sport, le longue distance m'a vraiment appris, en tout cas, à cultiver ça, à essayer de faire en ce sens. Alors, je voulais te poser la question, mais peut-être que tu as en partie répondu finalement, c'est parce qu'on a tous connu ça, et je pense que tous ceux qui nous écoutent ont connu ça, ce moment où où toutes les parties de ton corps te disent stop, que tu as envie d'arrêter. Ça peut être sur un 10 km quand tu as la rate au courbouillon et que tu peux plus respirer, mais ça peut être aussi sur une épreuve de 150 km. Il y a pas de distinction. Donc, quand la tête dit stop et que la ligne d'arrivée est encore loin, euh, c'est ça ta recette. J'allais te dire comment tu fais. Donc, tu positives, tu arrives à prendre le. Parce que la difficulté, combien d'athlètes ont dit stop, ont enlevé le dossard et ont regretté une heure après, c'était trop tard. Donc, Bien sûr. moi, je dis souvent aux gens, faites attention, ne prenez pas de décision à la hâte. Donc, quand le corps dit stop, quand la tête dit stop, quand tout le monde dit stop, quand tout ton corps dit stop, ta solution, enfin, ta recette pour continuer, ou pas, j'en sais rien, puisque tu viens de nous parler de ça, c'est de positiver, c'est d'avoir ce recul nécessaire pour te dire la vie est belle et ça, enfin, et c'est ça qui compte. Oui, j'essaie de trouver en fait des grâces à et des arguments, des mini challenges. Ça peut être, déjà de me réjouir, d'être toujours, dans la course, de me dire que dans quelques heures, on va arriver à tel endroit, que dans quelques heures, il va faire jour. Je dis jour parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans l'ultra-distance, c'est de ne jamais prendre de décision la nuit. Jamais, jamais, jamais. Le seul abandon que j'ai eu, et c'est pour ça que ça me fait ça me fait vraiment écho ce que tu dis, Bruno, parce que j'ai abandonné une race cross et c'est un des plus grands regrets de ma carrière. Alors on pourrait penser que mon plus grand regret, c'est de pas avoir fait le Tour de France, par exemple. Ben non, c'est d'avoir abandonné cette race cross où je suis dans le col de la Colombière et puis je suis un peu submergé par les émotions et je suis parasité et il fait nuit, il est 3 heures du matin et je me mets à penser à l'après. Je me mets à penser au train, comment ça va se passer, comment je vais récupérer mes bagages et je fais cette erreur-là et je jette le dossard. Et j'ai regretté dans le train et c'est un regret éternel et plus jamais je ne revivrai cela. J'ai laissé passer ma chance, d'avoir, été toujours finisher de la race cross et ça ne reviendra plus jamais. Donc j'essaie déjà souvent de m'inspirer de cette, défaite en tout cas, de ce regret éternel, on peut considérer ça comme ça et de séquencer, de trouver un micro objectif. Ça peut être un tour de plus,
ça peut être un quart d'heure de plus, ça peut être passer un coup de fil à un ami, ça peut être manger quelque chose qui nous fait plaisir, ça peut être dormir. Parce que lorsqu'on est fatigué, on perd complètement le sens du discernement. Et nos erreurs, on les fait bien souvent sous le coup de la fatigue. Donc de ne jamais prendre de décision sur la fatigue, même si on est fatigué du départ à l'arrivée ou près sur une race cross ou sur une épreuve ultra distance. Mais en tout cas, d'avoir ce sens du discernement toujours, de façon à ne pas prendre de décision, je dirais, par impulsion. Voilà, de trouver des micro-objectifs pour avancer un pas de plus et un pas de plus et un pas de plus. Et puis, et parce qu'on est tous logés à la même enseigne, et moi, des fois, je souris quand les gens me disent: «Oh non, moi, les autres, je ne m'occupe pas du regard des autres». Bah, j'en connais quand même pas beaucoup. Voilà. À un moment, on aime quand même bien un peu, on aime bien, en tout cas, être considéré. Moi, j'ai souvent opposé, enfin pas opposé justement, mais des fois on a dit de moi, et pas dans le sport, mais plutôt dans le milieu professionnel. D'ailleurs, c'est presque un secret que j'avoue là. Il a besoin de reconnaissance. C'est faux, c'est totalement faux. Il y a une grande différence entre la reconnaissance et la considération. Et moi, je pense que ce qui plaît aux gens, c'est quand on les considère, quand on s'intéresse à eux. Quand on dit: «Comment tu vas?» mais droit dans les yeux, mais pas, «Ça va?» Bien souvent, on dit: «Comment tu vas?» en espérant que la personne, elle dise: «Ça va et toi?» et comme ça, elle nous dit pas comment elle va. Eh bien, moi, j'aime parfois dire aux gens: «Comment tu vas?» Non, mais regarde-moi dans les yeux, dis-moi comment tu vas, et ça, c'est très important, et j'essaie, dans des moments vraiment difficiles, de penser à faire plaisir aussi aux gens en me disant: «Bah, ils vont être contents de moi. Ils vont peut-être même je vais les inspirer, en fait». Parce qu'on a aussi cette, j'allais dire cette vocation-là, c'est quand même très vaniteux de dire ça, mais on sait très bien que, je dirais toi comme moi et comme, tellement d'autres personnes, on inspire, des gens. Il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant: «Ah bah, il t'est arrivé ça m'inspire, ça me donne envie de». C'est pas au quotidien, mais presque quand je reçois ce type de message-là, eh bien, je pense à eux. Voilà, je pense à ma famille, et je me dis: «Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi?» C'est je vais passer pour un con. Ils vont penser que je suis pas un héros, en fait. Non, il y a un peu d'amour-propre, en fait. Voilà, et je cultive ça, mais pas à pas, et en n'oubliant jamais, et j'insiste sur le fait que les bonheurs dans le sport sont bien souvent différés. Je parle de longue distance, mais en vérité, sur un 10 kilomètres, tu sais très bien, hein, Bruno, qu'à un moment, quand ça fait vraiment trop mal, qu'on est tout essoufflé, et que le bonheur, si à l'instant présent, on devait appuyer sur un bouton pause et dire: «Là, tu prends du plaisir?» Honnêtement, je suis pas persuadé. Mais on sait que dans 8 minutes, ah quel plaisir! Et puis à vie, à vie, à vie. Et ça, il faut savoir mentalement passer le gap. Ça se cultive comme, et le mental s'entraîne comme le cœur, hein, et comme les jambes, hein. Oui, mais ça, j'en suis persuadé. Et à l'inverse, donc, de cette décision qu'on prend trop vite, est-ce que, à l'inverse, il y a une aventure, un projet où là, tu t'es dit, mais là, je suis allé trop loin, je me suis mis en danger. Oui, une Race Cross, France, une édition où je pense que je suis allé un peu trop loin dans la dette, de sommeil, et trop loin dans il y a un moment quand on en perd presque son pourquoi parce que c'est trop difficile. En fait, le sport ne doit pas abîmer aussi, et je pense que là, Race Cross France, je ne sais plus trop quelle année, bon qu'importe, c'est peut-être la seule fois où je me suis dit: «Oui, je vais un peu trop loin dans la souffrance». C'est beaucoup dire, hein, parce que la souffrance, c'est un peu comme le bonheur, on a tous notre définition, hein, et quand j'entends des fois des gens qui disent: «J'ai souffert», je pense qu'il y a des gens qui souffrent plus que nous quand même plus que nous qui mettons un dossard dans le sport. Et de la même façon qu'être heureux et le bonheur, on a tous notre propre définition. Mais il y a des fois où j'avais l'impression de perdre vraiment, mon essentiel, en fait, oui, et la race cross, probablement, et ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait quand même que j'arrive à mieux régler le curseur, à mieux m'équiper aussi, à mieux anticiper, les problèmes, de façon à ce que lorsqu'ils arrivent, j'ai déjà imaginé, pas forcément une solution, mais j'ai imaginé qu'ils puissent arriver. Voilà, ne pas être submergé par les émotions, c'est ce qui peut m'amener à perdre le fil, et là, cette année-là, oui.
Oui, sur une race cross, sur 2 500 kilomètres. Les 200 derniers kilomètres, j'avais vraiment perdu le fil. Et là, tu t'es senti en danger. Oui, oui, je me suis senti en danger parce que j'ai senti que je pouvais vraiment m'endormir sur le vélo. Oui, j'ai vraiment senti et parce que je sais pas ce que ça aurait bien pu changer dans ma vie, mais en fait, je défendais une place, je défendais cette année-là, la 6e place et j'ai vraiment pas voulu m'arrêter dormir parce que je savais qu'autrement derrière ça poussait et donc j'allais perdre, j'allais peut-être passer de 6 à 10 et oui, je me suis effectivement mis en danger, à crier des minutes et des minutes pour pas s'endormir, à crier, à taper sur le guidon, enfin à faire qu'est-ce que je peux faire pour pas m'endormir, pour continuer à avancer, hein. Mais en vérité, bon, ça c'est très, c'est jugeant hein, de dire ça parce que forcément, et certains auditeurs vont dire bah non, à l'ultra distance c'est trop dangereux et tous les mecs ils prennent des risques. Et on est tous un peu comme ça. Quand il reste 50 kilomètres et qu'on a la 6e place ou peu importe, en tout cas que l'arrivée elle est si proche, bah, on se dit on va pas s'arrêter maintenant, on va continuer. Mais à quel prix? Alors j'en suis vite remis, hein, les irritations, les problèmes, pareil aussi, hein. Mais j'ai dû faire un petit tour au stand quand même, voir le médecin parce que j'avais du fourmillement dans les mains, à hauteur du bassin aussi. Voilà, bon, c'est presque plus intime, mais là, je m'étais dit, ouais, ouais, là, t'es quand même allé loin, quoi. T'es quand même allé loin dans, dans, dans l'inconfort. Pas dans la douleur, mais dans l'inconfort. Dans l'inconfort. Alors justement, pour quelqu'un qui nous écoute et qui rêve de se lancer dans son premier défi hein, d'ultra-distance, vélo, cyclisme, puisque toi, tu as fait les deux, quel est le premier conseil mental ou technique ou d'entraînement hein, que tu lui donnerais? La régularité. La Ouais, régularité. ouais, tu nous en as déjà parlé. La Ouais. régularité dans la pratique, pratiquer le plus régulièrement possible et visionner. Heu, Avoir, travaillé l'imagerie mentale qui vous permet, une mise en situation et donc s'imaginer, la nuit à 3 heures du matin, fatigué à devoir avancer, s'imaginer, en avoir marre de manger du sucré, pourtant n'avoir plus que des barres de céréales sur soi ou des barres de céréales ou autre chose. S'imaginer chercher son parcours, s'imaginer se rendre compte qu'on a fait une erreur de 50 kilomètres, qu'il faut faire demi-tour. Parce que ça m'est déjà arrivé, 50 kilomètres de trop, vous repartez dans l'autre sens, vous faites 50 kilomètres pour rien. Donc ça, et puis préparer son matériel, en fait, avoir le sens de l'anticipation de façon à ce que lorsqu'un problème arrive, on l'a imaginé. Et je reviens à ça, hein, finalement, c'est la mise en situation. La mise en situation et travailler la régularité, la caisse, oui, enchaîner les kilomètres. Moi, je m'entraîne ou je pratique le sport, ça dépend à quel niveau, ça dépend comment on se place, mais on va dire je m'entraîne presque quotidiennement, parfois même 2 fois par jour et peu importe, mon niveau de pratique, je dirais, stricto sensu. Bon, ce que je vaux sur un 10 kilomètres maintenant, par exemple, mais en tout cas, je sais que sur des épreuves ultra distance, ma force de frappe, c'est, ma caisse, c'est mon moteur, c'est la capacité que j'ai à conserver longtemps, la capacité à faire un effort, en fait, à continuer à rouler, à rouler, à rouler. Quand les autres sont fatigués, bah, moi, je continue à rouler. Quand les autres ont besoin de dormir, moi, je continue à marcher, je continue à courir. C'est c'est ça que je j'invite à faire, en fait. C'est vraiment la régularité et puis, s'imaginer en situation, travailler le plus possible les mises en situation. De façon à pas découvrir que, ben, pas découvrir que les fourmillements dans les mains, ils sont inéluctables en ultra distance et qu'il faut savoir, faut l'anticiper mentalement pour que lorsqu'on arrive, on panique pas. Oui, ça arrive, oui, on a des fourmillements, oui, on aura faim, oui, à un moment, moi, en longue distance, j'emmène toujours une brosse à dents et un dentifrice parce que, je trouve que ça fait faire un reset un peu. Ça Comme coupe et Courtenay, comme heu, Courtenay dans Walter. c'est vrai, exactement, c'est vrai, Courtenay, c'est vrai. elle se brosse les dents, on la voit d'ailleurs, ça fait toujours la une. C'est toujours le petit passage qu'on filme, Courtenay en train de se brosser les dents dans un ravitaillement à l'UTMB. Mais je trouve que ça fait vraiment du bien et ça aussi, il faut l'avoir vécu. Il faut avoir vécu cette bouche complètement pâteuse, pour se dire: «Ah ouais, il faut que j'emmène, une brosse à dents et un dentifrice» et c'est que les mises en situation qui vont vous permettre de progresser. C'est pas forcément, à un moment, passer de 8 heures à 10 heures d'entraînement, faire une sortie de 8 heures, faire une sortie de 10 heures.
Tu sais, quand tu es parti pour 7 jours, 8 jours, 9 jours, que tu aies fait une sortie de 6 heures ou de 8 heures. La Race Cross France, j'ai jamais dépassé les 300 kilomètres d'entraînement. Ma plus grande sortie d'entraînement, c'était 300 kilomètres et ça a été vraiment, c'était incroyable, hein. C'est la Oui, mais seule fois où j'ai fait attends. ça. Eric, il faut que tu nous dises combien de temps tu mets pour faire 300 kilomètres. Parce que 300 kilomètres, il y en a, ils vont faire 15 à l'heure et d'autres, ils vont faire 30 à l'heure. Tu mets combien de temps pour faire 300 Ouais, kilomètres, on va toi? dire, avec un peu de dénivelé, une sortie de 12 heures, c'est le maximum que j'ai fait. D'accord, J'ai jamais 12 fait heures. plus de 12 heures. Mais par contre, j'ai fait en sorte que ça puisse arriver le jour et la nuit. On en revient à ça, à la mise en situation. Parce que savoir faire du vélo la nuit, ça s'apprend. Euh, la visibilité qui est pas la même, mais aussi nos biais cognitifs sont pas les mêmes. Enfin, tout change la nuit. Les sons sont pas les mêmes, la circulation n'est pas la même. Ne pas être ébloui par les phares de voiture, tout ça c'est différent. Mais à pied, on retrouve aussi des parallèles à ça. Donc encore une fois, s'entraîner sur différentes situations qui font que le jour J, eh ben, on a à peu près tout balayé, on a à peu près tout vécu. Il reste plus qu'à rassembler les pièces du puzzle. Je dis souvent ça d'ailleurs, lorsque je prépare un objectif, je dis bah, je vais aller mettre une brique. Je vais faire 1 heure d'entraînement ce soir. Eh ben, ça paraît ridicule, mais j'ai mis une brique. Et à la fin, ça va faire une maison. Voilà. Donc c'est une brique, plus une brique, plus une brique. Et c'est pas forcément essayer de construire un mur en une seule sortie d'entraînement, mais essayer de mettre quelques briques supplémentaires. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Exactement, en d'autres termes. Ouais. Alors, pour aller un peu sur la transmission, les perspectives, parce que ce serait, enfin, pour moi, c'est cette expérience que tu as accumulée dans tous ces sports, c'est intéressant que tu puisses nous en faire part et transmettre. Et je sais que toi, tu es beaucoup dans la transmission. J'aime bien cette question, c'est le conseil au soi plus jeune. Si tu pouvais parler au petit Eric que tu nous as décrit quand il avait 8 ans ou 9 ans ou 10 ans, le petit Eric enfant, qu'est-ce que tu lui dirais si tu avais un conseil à lui donner au petit Eric? Je dirais de cultiver sa différence. C'est quelque chose qu'on retrouve dans nos vies aussi, hein. C'est parfois même c'est peut-être même un problème sociétal. C'est que la différence, elle fait peur et la différence, elle peut même effrayer. Elle peut même nous effrayer nous-mêmes, alors que c'est une force qu'on a. L Ma qualité, c'est que je suis différent, alors que ça devrait être un problème. Donc, très jeune, je dirais à un enfant de vite trouver, ce qui le fait frissonner, là où il se sent bien, tout simplement, là où il se sent en harmonie avec lui-même et de cultiver, sa différence. Moi, je suis pas sorti, par exemple. Bon, bah, le vélo faisait ma pratique faisait que, j'avais au final pas beaucoup de copains parce que je sortais pas les samedis soirs, je faisais pas je buvais j'ai jamais bu d'alcool, jamais bu une goutte d'alcool, bien évidemment jamais fumé, mais jamais bu une goutte d'alcool, j'ai jamais bu de café non plus et ça, eh bien, il faut savoir l'assumer. Donc mentalement, il faut savoir, être fort et ne pas essayer de se ranger à on va dire à la coutume ou en tout cas au troupeau. Voilà, essayer de ne pas rentrer dans le troupeau, c'est ce que je conseillerais à un enfant. Et puis il y a un moment, il y a ce que nous on sent, ce qu'on ressent. Et ça, même tes parents, ils le sauront pas. Le feeling en fait, je des fois je dis la bonne étoile, la vista, le petit truc. Si toi tu le sens, alors il faut creuser. Et même si personne n'y croit, toi tu le sens. Mais c'est valable pour tout, tu sais, même pour des blessures, des fois le médecin il va me dire: «Ah il faut 4 semaines d'arrêt». Moi j'ai l'impression que 3 ça va me suffire. Alors on peut se tromper, hein, encore une fois, c'est accepter aussi parfois l'échec, qui n'en est pas un pour le coup, mais c'est accepter que c'était pas la bonne intuition, que c'était pas la bonne solution. Mais en tout cas, il faut croire en soi, croire en ses rêves, bien sûr, mais ça c'est une phrase un peu bateau, mais croire en ses rêves, mais en tout cas, croire en sa différence et en ce que ça peut nous apporter de bon. Voilà. Et c'est vraiment ce que je conseillerais à un enfant, aussi bien, dans sa voie professionnelle que dans sa voie familiale aussi et dans le volet, sportif.
Alors, moi, j'aime bien les mots, j'aime bien jouer avec les mots et j'aime bien savoir ce qu'on met derrière les mots. Est-ce que plutôt que d'employer le terme de différence, qui pour moi a une petite connotation un peu péjorative, mais bon, parce que être différent, ouais, ok, mais est-ce que c'est pas plutôt de cultiver sa singularité dont tu Ouais, nous parles? complètement. Oui, oui, complètement, tu as tout à fait D'accord raison avec et moi? oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'est beaucoup plus juste et je l'ai déjà entendu. Je ne sais même pas si je l'ai pas entendu de ta bouche déjà et je suis tout à fait d'accord. C'est ça, exactement. Et c'est d'abord réussir à identifier, c'est presque le plus difficile en fait. C'est identifier ce qui nous rend, singuliers. Ce qui fait que, parfois on se sent même plus fort au final. Parce que moi, la singularité, c'est bien souvent, ce qui me challenge et c'est ce qui me donne de la confiance. Comme je me sens, alors là pour le coup je vais remployer le terme, mais comme je me sens différent des autres, alors je fonce. Voilà. Parce que les autres pensent que c'est pas possible, et ben moi je pense que ça l'est. Et donc je vais creuser et je vais m'entêter jusqu'au bout. Et, et la réponse, je la porte sur le terrain autant que faire se peut, ou en tout cas je vais sur des terrains où on ne m'imagine pas. Ça a été le cas, d'accident de parcours, hein. Je fais un petit crochet, mais 3 juin 2008, course cycliste à Melun, donc préfecture de la Seine-et-Marne. Une course en nocturne, ce qu'on appelle une course, en nocturne et puis, on arrive il y a une prime, il y a beaucoup d'argent à gagner, il y a 150 € sur la ligne et puis je suis mal placé, je sais pas pourquoi je vais chercher cet argent, voilà, encore une fois, l'argent, des fois, c'est un peu de la merde. Et donc là, je vais chercher cette prime. D'abord, en plus, j'aurais même pas gagné. Bon, bref. Ma roue avant touche la roue arrière du concurrent juste devant moi. Je tombe et quintuple fracture ouverte tibia péroné avec un fixateur externe, 9 broches. Et pourquoi je te dis ça? Parce que le lendemain, le médecin, donc le surlendemain, pardon, je suis sous morphine, bien évidemment, tout ça, j'ai été opéré. Et le médecin convoque, ma femme qui est enceinte de 2 mois et demi et le médecin lui dit, en fait, le médecin pense que je dors parce que je suis, donc, sous morphine. Mais en fait, je suis dans le coma, je suis, mais tout à fait conscient et je l'entends parfaitement et j'entends encore sa voix, encore ce aujourd'hui, je distingue sa voix, je l'entends parfaitement et il dit à ma femme: «Écoutez, le faire remarcher, ça pourra. Ça, on arrivera à le faire remarcher. Par contre, le sport, ça, ce sera pas possible. Il pourra plus faire de sport, sa jambe est trop broyée». Mais je me rappelle très bien qu'il explique qu'il existe des techniques maintenant mentales et cetera, qu'on arrivera à l'aider, il arrivera à passer le cap, mais le sport, ce sera pas possible. Eh bien, dès qu'il a prononcé ces mots-là, ce type, il a changé ma vie. Parce que toute ma rééducation a été dictée sur le fait de lui donner tort. Je n'ai pensé qu'à lui, mais à lui donner tort. Non pas forcément moi à remonter sur le mais en fait, je voulais cultiver, je voulais être le premier de ses connaissances qui allait refaire du sport et lui donner tort. Et j'ai cultivé, bah, cette singularité-là jusqu'au bout, jusqu'au bout. 4 mois après, j'ai remonté sur le vélo et après je remontais, à l'entraînement. Première course que je refais, c'est 9 mois plus tard. C'est la seule course où au départ, j'étais sûr de gagner. J'étais sûr et j'ai gagné. J'étais sûr de gagner parce que l'histoire ne pouvait être belle que si je gagnais la course. Et là, c'était gagné. Et si je te disais que j'avais son portable et j'ai appris, et j'ai gagné la course, quelques minutes après, je l'appelais et je lui dis: «Vous avez eu tort». Il me dit: «C'est pas vrai». Je dis: «Si, vous avez eu tort. J'ai gagné». Et la boucle était bouclée, en fait. Et je gagne jamais au sprint, hein, je suis vraiment un très piètre sprinter. Et on arrivait à 2 au sprint. Mais c'était pas possible. C'était pas possible que ce type-là gâche mon rêve. Et c'est ce sprint que j'ai gagné, en fait. On s'est pas entendu, hein, parce que des fois, dans le vélo, il y a un peu des accords. Hein. Mais là, pas du tout. Ça s'est fait à la pédale. J'étais sûr de gagner. L'histoire ne pouvait être belle que parce que j'allais remporter la première course à laquelle j'allais participer. Donc oui, je pense être un homme de challenge. Oui, je pense aimer donner tort à des gens et j'aime quand on n'y croit pas parce que moi j'y crois. Et dans la vie, c'est probablement une vraie qualité que j'ai essayé de cultiver jusqu'au bout et même dans des accidents de parcours plus importants. J'ai été renversé par une voiture il y a 2 ans, 2 années maintenant. J'ai été renversé par une voiture à l'entraînement avec délit de fuite.
donc non-assistance à personne en danger, délit de fuite et la personne a été retrouvée, 17 ans, pas de permis, pas d'assurance. Eh bien, bon, il a fallu que je m'explique un peu, que je fasse la paix avec moi-même par rapport à ça et puis j'ai décidé que, cet homme-là n'aurait pas ma haine. C'était un peu trop facile et en fait, j'en ai fait une force et grâce à lui, je me suis ouvert à d'autres formes de pratiques, oui et non, mais en tout cas, d'autres formes de considération et de respect pour, ma performance. Voilà, il m'a parce que j'ai un peu galéré et je dirais presque que je galère un peu depuis, parce que j'avais une commotion cérébrale sévère avec perte de mémoire et j'en souffre toujours un peu. Alors bien évidemment pas de la perte de mémoire en tant que telle, hein, mais il peut m'arriver encore d'avoir, ce qu'on appelle un syndrome post-commotionnel, c'est-à-dire d'être devenu un peu hypersensible, avec cette histoire-là, grâce à cette histoire-là quelque part, parce que ça m'a ouvert, je sais désormais, j'ai posé des mots sur ça et ça c'est une vraie chance dans la vie de savoir de quoi on parle. Donc j'ai appris en tout cas à connaître, les symptômes ou en tout cas, comment on accueille l'hypersensibilité et j'en ai fait une force. Mais effectivement, j'ai dû, grâce, à cet accident-là, m'ouvrir à parfois d'autres horizons. Parce que, il peut arriver d'avoir des ça dure pas longtemps, mais en tout cas, d'avoir des moments un peu de spleen, en fait, où on doute, en fait. Je ne doutais pas autant de moi qu'après cet accident-là, où j'ai appris qu'on n'était rien. En fait, tu sais, on n'est vraiment rien, Bruno, dans la vie et c'est ça qui est fou et quand je disais tout à l'heure qu'un jour c'est trop tard, eh bien un jour c'est trop tard et en fait, on n'est pas un yaourt et je me dis: «Un yaourt, un yaourt, on sait la date de péremption. On sait que le 14 mars, le yaourt, il est plus bon» et ben, nous, on ne sait pas et on sait juste qu'il y a une fin, mais on ne connaît pas la fin. Donc on verra ça plus tard, il a pas de sens. Donc moi, j'invite les gens, s'ils ont un challenge, s'ils ont une opportunité, alors bien évidemment dans la limite du raisonnable, mais s'il y a une ouverture, il faut foncer. Parce que demain, ça n'a pas de sens et parce que dans 10 ans, ça n'a pas de sens et parce que, maintenant je porte plus ma fille sur les épaules à 20 ans. Je la mets plus sur mes genoux à 20 ans parce que c'est trop tard et que c'est inéluctable. Donc ces accidents-là de parcours ont encore plus cultivé en moi, l'idée il faut croire en son étoile, bien sûr, mais il faut, cultiver sa différence et puis il faut se lancer des défis, en fait. Faut kiffer, faut foncer et même si c'est un peu trop fou, même si c'est un peu trop difficile, au final, il y a quoi à perdre? Il y a quoi à perdre? C'est pas notre métier. Il y a quoi à perdre si ce n'est des souvenirs à vie, si ce n'est, la fierté qu'on peut en dégager, qu'on peut en tirer et parfois la fierté, elle est aussi personnelle et puis la fierté et la confiance, elle rejaillit aussi après dans notre métier, elle rejaillit au quotidien. Heu, Parfois, on a dit de moi: «Ouais, tous ces défis-là, c'est bien, mais bon, tu es quand même loin de ta famille, tu es tout seul, c'est un peu égoïste», bah, c'est faux. Bah, moi, je dis que c'est totalement faux. Parce que le plus important dans ces aventures-là, c'est l'héritage. L'héritage qu'on en fait. Je fais les 6 jours. Les 6 jours, ça ne regarde que moi. C'est totalement égoïste de tourner pendant 6 jours dans un camping en Ardèche, on est d'accord. Mais l'héritage, qu'est-ce que j'en fais quand je rentre? Quel, quel sourire je ramène? Quelle envie de croire en ces projets j'inspire? Quelle volonté j'amène et quelle volonté j'inspire aux gens. C'est ça qui compte et dans tous nos projets, au final, c'est l'héritage qui compte. C'est pas forcément il y a pas une forme d'égoïsme, donc je m'inscris en faux contre ça. Non, la pratique du sport de haut niveau, n'est pas égoïste, si tant est qu'on cultive un héritage derrière et on en revient un peu quelque part aux réseaux sociaux. Alors, évidemment, avant, ça n'existait pas. Mais les réseaux sociaux ont ça de bon et moi j'aime les gens qui partagent, ce qu'ils font à travers un texte bien écrit, qui amènent de la résilience dans leurs mots et qui, partagent leurs projets. Pourquoi pas en organisant, eux-mêmes, des projets, en organisant des événements sportifs, mais aussi en ayant, le sens du mot, le sens de la formule qui, va permettre de dire à un moment: «Ah bah, grâce à toi, j'ai fait ça» et ça, c'est mon plus beau ma plus belle récompense en vérité. Bien plus que d'avoir terminé 36e au lieu de 72. Ça, en vérité, tout le monde
on s'en fout. Quelle est la définition d'un champion pour moi, Bruno? Eh bien, écoute, je vais te surprendre, mais moi, ce qui m'inspire, c'est pas Pogacar, Usain Bolt ou Mayer. C'est pas ces gens-là. Moi, les champions, pour moi, c'est des gens qui ont traversé des parcours de vie, qui ont toujours su rebondir. C'est des anonymes qui ont su se challenger, qui ont su viser très haut, qui savent bousculer leur agenda, bousculer leurs certitudes, qui savent se remettre de blessures. Ça, c'est des champions d'exception même. Et ça n'empêche pas qu'un grand cycliste, que des cyclistes professionnels ou des grands athlètes puissent être des champions, mais à condition d'avoir vécu ça, d'avoir vécu. Un champion peut-il être un champion s'il n'a pas eu de difficultés? Je pense pas. Voilà. C'est à ça qu'on voit les champions. C'est ceux qui se relèvent et ceux qui repartent au combat, en fait. Repartir au combat, ça, c'est preuve d'être un vrai champion. Et à chacun son Everest. Donc moi, j'ai des champions. Il y a des gens qui sont, à mes yeux, des champions et qui sont des anonymes locaux, presque. Mais pour moi, c'est des champions parce qu'ils se battent, parce qu'ils plient leur agenda, parce qu'ils ne se laissent pas avoir par l'adversité, parce qu'ils ont des accidents, des décès autour d'eux et qu'à un moment, ils ne se morfondent pas. Ils repartent au combat. Eh ben oui, la vie, c'est ça. On prend une claque, et ben on repart au combat, on y va. Un champion, c'est ça. Et c'est toujours ce que j'ai essayé de cultiver à travers aussi mes épreuves, en fait, de ne pas me morfondre et de pas, attendre que les gens me plaignent. Question courte, tac au tac. Oui, on va Mes, essayer. mes réponses pas forcément courtes. D'accord, Mes réponses pas forcément courtes. d'accord. La douleur, ami ou ennemi? Euh, Ami, parce que la douleur, bon, la phrase le dit bien, hein, la douleur est passagère et c'est vrai, la douleur est passagère, mais il faut savoir, malgré tout l'apprivoiser. Alors, j'en fais mon ami et je l'apprivoise pour pouvoir, ensuite m'appuyer sur elle. En fait, la douleur est un levier, c'est un indicateur. La douleur est ni plus ni moins qu'une information que son corps transmet. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Colonne de gauche, colonne de droite. Colonne de gauche, la douleur. Colonne de droite, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est, valable aussi dans la vie en général. Une information est une information. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Une information aussi terrible soit-elle, hein, Bruno, hein, aussi terrible soit-elle, douleur, des des informations, des tragédies même. C'est une information. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? La douleur est une info, qu'est-ce que j'en fais? Parfois, j'en fais que je m'arrête, que j'abandonne, je l'ai dit déjà. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'en fais? Ce n'est qu'une information, c'est donc un levier, un ami à la base. Ton meilleur souvenir de sport? Personnel? Heu, Fin février 2002. Départ de Bruxelles au Pouic, une classique belge. Je suis coureur cycliste professionnel, une classique pavée. J'ai 0% de chance de remporter la course. 0% de chance. Mais ce jour-là, je suis pas lâché dans les pavés. Il y a pas beaucoup de vent, ça casse pas comme prévu, il y a pas autant de chutes que prévu. On passe le dernier secteur pavé, je suis toujours dans le groupe. Et là, il y a une ouverture à gauche, ça s'ouvre parfaitement. Je pourrais dessiner les yeux fermés cette ouverture-là. Il y a un type qui s'échappe, qui s'appelle Nick Nuyens, qui gagne le Tour des Flandres quelques années plus tard. Et je prends sa roue. Et là, on s'échappe à 6 ou 7. Et ça change tout. Ça change tout parce que passer les petites routes à 7, c'est plus pareil que les passer en peloton. Et puis à 1 kilomètre de l'arrivée, j'attaque. Et je remporte Bruxelles au Pouic. Je suis le premier Français à remporter cette classique belge-là. Et je dis toujours, cette course-là, je la refais 100 fois. 100 fois, je ne la gagne pas. Et ça a été une telle émotion que j'ai eu la première page du journal sportif belge. Je me rappelle plus comment il s'appelle, ce journal belge. Et donc, j'ai la première page et mon émotion, la photo décrit la surprise. En fait. Et ça a été une émotion incroyable. Et c'est un des plus grands moments de sport pour moi que j'ai pu vivre. Avoir gagné Bruxelles au Pouic. Et d'ailleurs, on continue de me chambrer des fois parce que tellement ça paraît incroyable. On a dit de moi, mais sur le ton de la boutade, c'est pas possible, t'allais couper à travers, etc. Ouais. Voilà, j'ai remporté Bruxelles au Pouic. Me demandez pas pourquoi, ou presque, parce que j'y ai cru.
quand les autres n'y croyaient pas et parce que c'était: «Ah ouais, tu crois que je suis pas capable? Eh ben, je vais te montrer que c'est possible». Bon, à l'inverse, forcément, le pire souvenir de sport. Mon pire souvenir, alors pas si évident que ça parce que comme je t'ai dit, j'ai essayé de transformer mes difficultés en opportunités. Donc mais ma quintuple fracture ouverte tibia-péroné, du 3 juin 2008, oui, c'est le pire souvenir parce que là, j'ai vraiment su ce que c'était que la douleur. Parce que oui, là, en effet, ça fait mal quand même. La jambe brisée en 5 morceaux, ça fait mal et ça, c'est quand même, pas je souhaite à personne d'avoir ça parce que ça fait vraiment mal. Mais après, c'est devenu une opportunité et maintenant je dis, grâce. Voilà, je conserve une séquelle un peu, je conserve un déficit, de force, évalué à peu près 20 sur ma jambe, gauche et forcément une cicatrice et puis une jambe qui rentre un peu donc parfois on dit: «Tu blessé?» Simplement parce que j'ai la jambe qui rentre. Alors ça peut un peu me blesser. Je dis: «Non, je suis pas blessé, c'est comme ça, c'est ma jambe». C'est devenu une opportunité, c'est devenu une chance, c'est la partie de mon corps que j'aime le plus, cette jambe-là. On a appris à être amis, mais c'est mon pire souvenir en même temps. Est-ce que ta plus belle performance, c'est aussi ton meilleur souvenir? Autrement dit, c'est quoi ta plus belle performance? Ça peut être ton meilleur souvenir et je te demanderai aussi après celle dont tu es la plus fière. Parce que pour moi, il y a le meilleur souvenir, il y a la plus belle performance, il y a celle dont on est la plus fière qui n'est pas forcément la plus belle. Bon, je fais des distinctions, hein, je coupe un peu les cheveux en quatre, mais j'aime bien poser cette question aux sportifs, surtout les sportifs comme toi qui ont connu tellement d'épreuves, tellement de sports que forcément, il y a tellement de choses qui restent que peut-être qu'elles ne sont pas forcément identiques. Celle dont je suis le plus fier, c'est ma victoire après, 9 mois de rééducation. À n'en pas Mmh. douter, c'est celle dont j'étais le plus fier. C'est pas ma plus grosse émotion parce que j'ai presque pas traduit de joie sur la ligne d'arrivée. J'avais juste l'impression d'avoir fait le travail et d'avoir donné tort. Donc ça, c'est celle dont je suis le plus fier. Ma plus grosse, émotion, à vélo, donc j'ai dit Bruxelles au Pouic. À pied, c'est peut-être d'avoir franchi la ligne d'arrivée de mon premier UTMB. Parce que, l'UTMB, c'était quand même une épreuve qui me faisait rêver. Moi, je suis bon public, hein. Je sais qu'il y a toute une frange, de coureurs à pied qui s'inscrivent un peu contre, l'UTMB, contre les épreuves UTMB. Moi, l'UTMB, c'est la seule épreuve à pied qui, au départ, me fait, verser la larme. Vangelis, oui, oui, je suis peut-être, hypersensible, mais c'est ma plus grande émotion d'avoir franchi cette, ligne, d'arrivée-là. Et voilà et mon plus grand, succès, c'est peut-être l'étoile de Bessèges. Tout à l'heure, tu en parlais, j'ai remporté l'étoile de Bessèges. Pour être très rapide, fin novembre, je suis, licencié par le Crédit Agricole, l'équipe du Crédit Agricole. Je me suis cassé 2 fois la clavicule et puis, donc j'ai eu du mal à faire des résultats dans mon année et puis il y a un peu un changement de il y a un peu une restructuration autour du sprint dans l'équipe et donc on ne croit plus trop en moi et avec mes 2 fractures, j'ai été tant de semaines, sur le bas-côté qu'on me licencie et je retrouve une place à la Française des Jeux. Je suis le dernier coureur licencié recruté à la Française des Jeux. Je suis recruté, bas étage, niveau salarial, tout, enfin bas étage. Je suis le dernier vélo, qu'on construit pour moi et et là encore, je me dis, «Faut que je leur donne tort au Crédit Agricole». Et je prends le départ de l'étoile de Bessèges et on est échappé à 40 kilomètres de l'arrivée, même c'est même très exact, à 40 kilomètres de l'arrivée. Il y a Chavanel, il y a Sébastien Joly, il y a Nick Nuijens, donc qui gagne le Tour des Flandres 4 ans plus tard, et échappé. Et puis bim bam boum, ça attaque un peu dans tous les sens, ça sort pas. Et là j'attaque, bam, j'attaque, et j'ai l'oreillette. Et dans l'oreillette, Marc Madiot, qui est dans la voiture, il distingue pas qui de moi ou Sébastien Joly, qui était mon équipier, et s'échappe. Et il dit: «Je sais pas qui de vous deux s'échappe, mais surtout n'attaquez pas, c'est une erreur, n'attaquez pas, c'est bien trop tôt». Et là, je le sens pas ça, moi. Moi, je pense que ça peut faire. Et je retire mon oreillette et je me dis: «Bah, écoute, je dirais qu'elle fonctionnait pas». Je sentais le truc. À un moment, les autres le sentaient pas, moi, je le sentais. Et donc je bascule avec pas mal d'avance au sommet et dans la descente, ça revient et dans le dernier virage de la descente, je vois presque les yeux de Sylvain Chavanel.
mais je lâche pas l'affaire, en fait. Lui, il pense que c'est fini, donc il relâche presque son effort, fin de mon échappée, et je continue. Et 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres, et je gagne avec 2 minutes 35 d'avance. Et à l'arrivée, il y a Roger Leget, le patron du Crédit Agricole. Et je lui serre la main, il me félicite d'ailleurs, très bien. Et je lui dis, Roger, j'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui. Ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là, en fait, l'affaire était faite. Il a très bien compris, on en a reparlé d'ailleurs après. Et il m'a pas dit qu'il avait eu tort, hein, bien sûr, parce que après c'est la loi du marché, c'est un travail, c'est un métier, hein. Donc j'étais un salarié, il avait choisi une autre politique, il y avait pas de sujet sur ça. Mais en tout cas, il m'a donné envie de lui donner tort. Et et ça, c'est une victoire pour laquelle je dégage, beaucoup de fierté aussi, et puis c'est ma plus grande victoire. C'est avoir remporté, l'étoile de Bessèges, alors même qu'on on croyait plus en moi, quelques semaines avant. La plus belle performance d'un autre sportif. Je dirais, 1985, si je dis pas de bêtises. Ouais, 1985, championnat du monde, cycliste professionnel à Montello, en Italie. Joop Zoetemelk, qui va bientôt avoir 40 ans, qui a gagné le Tour de France en 1980, 6 fois deuxième du Tour de France. C'est un local. Il habite tout près de chez moi, donc moi je le connais. Pour moi, c'est presque un voisin et c'est incroyable. Je suis gamin et voilà, c'est vraiment un champion. Et il gagne, il est dans l'échappée à 3 kilomètres de l'arrivée encore. Dans l'échappée, il y a des grands sprinteurs, dont Greg LeMond. Et il sort juste avant le dernier virage et il remporte la course à presque 40 ans, alors que plus personne croyait en lui. Et pour moi, c'est un exploit incroyable. Ça a été aussi une grande émotion parce que je m'en rappelle encore, je me rappelle précisément où j'étais devant la télé à l'époque où il y avait que 3 chaînes, hein, TF1, Antenne 2 et FR3. Et c'est pour moi un des plus bels exploits du cyclisme moderne et pour moi un des plus beaux succès parce que c'est inattendu, parce que c'est aussi un anonyme qui gagne. Enfin, ce jour-là, il est anonyme en fait. Yop, on ne croit pas du tout en lui. Et puis les émotions du sport, c'est bien quelque chose que j'aime dans le sport. En fait, c'est les émotions. Et on retrouve jamais ailleurs dans la vie les émotions qu'on a dans le sport. Et Joop Zoetemelk, le cliché de sa victoire, on voit sa joie, ses émotions et c'est beau en fait. Même encore 40 ans plus tard, je vois cette photo et c'est vraiment, pour moi, c'est incroyable, quoi. C'est oui, oui. La Alors, victoire de Joop Zoetemelk, championnat du monde 85. on dit souvent que les moins de 20 ans ne peuvent pas commettre, donc là, ne peuvent pas connaître. Donc là, on est bien au-delà Oui, des moins de 20 ans. Donc, pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Joop Zoetemelk, tapez maintenant sur Internet, puisque maintenant on trouve tout sur le net. Tapez Joop Zoetemelk et vous allez voir que c'est un sacré palmarès. Je me Joop rappelle de Zoetemelk, ces. c'est recordman des places de deuxième sur le Tour de France et c'est aussi le seul coureur cycliste de tous les temps à avoir gagné le Tour de France, à avoir été champion du monde et champion olympique. Il a réussi le triplé et personne d'autre n'a réussi ça. Et puis, Joop Zoetemelk, c'est la simplicité incarnée. Voilà, c'est quelqu'un de tellement simple, tellement enthousiaste, tellement jovial. C'est quelqu'un qui a cultivé la résilience aussi parce qu'il a été relevé presque pour mort, si je dis pas de bêtises, sur le Dauphiné libéré. Il avait chuté en compétition et il s'est relevé, il a reconstruit, il a rebâti. Et puis il s'est détourné aussi des critiques sur sa façon de courir parce qu'il avait une différence, c'est il était très intelligent. Alors c'est pas la différence d'être intelligent, mais en tout cas il courait au millimètre et il calculait très bien son effort et il a cultivé cette singularité là et ça l'a amené à ce palmarès là puisque même encore à 41 ans il a remporté une épreuve de Coupe du Monde. Et il a arrêté sur ça. Encore une fois, il a arrêté aussi au plus haut sommet et ça aussi ça m'a inspiré. Il aurait pu continuer, il avait encore un contrat professionnel et il a arrêté. Et ça reste un des plus grands palmarès cyclistes des temps modernes. Et je le vois encore maintenant à 79 ans, coupé du bois, pas loin de chez moi. Et je me dis, mais bon sang, est-ce que ses voisins savent qui c'est? Est-ce que ses Ah oui. voisins savent que ce type a gagné le Tour de France, était champion du monde, 6 fois deuxième, enfin, c'est le plus grand coureur hollandais de tous les temps. Et il avait un hôtel pas très loin de chez moi, à Meaux aussi, et il a été. C'est quelqu'un d'une simplicité telle que son exploit est encore plus décuplé
quand on connaît l'homme, quoi. Voilà. Moi, j'aime le sportif, mais j'aime l'homme. Je fais souvent la distinction et j'en viens à ça, hein. Pour moi, un champion, c'est quelqu'un qui remplit toutes les cases. Et Job Zoutmelk est clairement une personne qui remplit toutes les cases. Le sport est un médicament, ça j'arrête pas de le dire. Il faut prescrire le sport. Mais si c'est un médicament, est-ce que le sport guérit? Et toi, il t'a guéri de quoi? Il m'a ouvert des voies et il m'a guéri, peut-être, d'un certain manque de confiance en ma singularité, j'ai appris le terme, en tout cas. Et il m'a guéri de ça parce que je me suis souvent trouvé, un peu différent, mais un peu différent, je dirais presque physiquement, hein, puisque je suis, peu un gringalet, je suis pas très musclé. Chez les professionnels, on m'appelait le héron cendré, voilà, pour faire l'image. Donc, je suis pas très musclé du haut du corps, encore moins. On disait, souvent dit que j'étais musclé comme un poisson rouge. Donc, ça, parfois, c'était pas forcément facile à vivre. On aimerait être plus musclé, on aimerait être plus fort, dans le sens force, vraiment, hein, couper du bois. Et en tout cas, ça m'a guéri de ça. Ça m'a guéri que je pouvais devenir quelqu'un en étant un peu différent des autres. Dans le sport, pareil aussi, tu sais, Bruno, si je te disais, je suis nul dans le sport. Je suis nul dans le sport. Je ne sais faire que du vélo et de la course à pied. Le reste, je suis nul. Dans le foot, je suis nul. Dans le hand, je suis nul. Tir à l'arc, je suis nul. Je suis nul dans tous les sports. Et ça aussi, c'était pas toujours évident, en fait, quand je jouais au football, j'étais toujours dans les buts, moi, parce que comme j'étais le plus nul, j'étais celui qu'on mettait dans les buts. Eh bien, le sport m'a appris à guérir de ça, en fait, de ce manque de confiance-là, en fait. J'étais devenu quelqu'un et ça, c'était très bien pour moi, en fait. J'ai pu devenir quelqu'un grâce au sport. Ça m'a effectivement, et puis ça m'a canalisé aussi. Le sport m'a guéri, de ce doute que j'aurais pu avoir en restant, dans des quartiers populaires, qui le sport m'a permis de réussir ma vie aussi. Le sport m'a ouvert des voies et en tout cas, le sport m'a guéri de ces incertitudes-là que je pouvais avoir sur, le moi majuscule, quoi. Merci Eric de t'être livré avec autant de sincérité. Je n'en attendais pas moins de toi. Je savais que ça allait être un moment d'introspection, ça allait être un moment qui allait dépasser le cadre du sport. C'est ça que j'étais venu chercher. C'est ça que j'étais venu chercher en t'invitant, pas Merci. simplement de parler de vélo, mais de toutes ces choses qui sont extrêmement inspirantes. Je pense qu'il y a plein de choses que celles et ceux qui nous écoutent vont prendre à leur compte. Et c'est ça aussi qui compte. C'est le cas de le lire. C'est le cas de le lire pour moi. Alors, c'est toi qui vas clore cet épisode, comme c'est la coutume. C'est toi qui vas le clore. Je ne rebondirai pas derrière. C'est toi qui mettras un terme à ce nouvel épisode de Figure de sport. Le podcast s'appelle Figure de sport, donc tu n'échapperas pas à la question que je pose en dernier à tous mes invités. Eric, c'est qui ta figure de sport? Ma figure de sport est un coureur, anonyme qui, se fixe des objectifs, trop hauts, inatteignables, qui y croit quand les autres n'y croient pas et qui se relève, de difficultés ou de ce que la vie, lui offre de moins joli. C'est un anonyme et si je devais poser un nom, et là je sors un peu, donc anonyme, c'est ma première figure de sport et je donnerais une identité d'une autre personne qui s'appelle l'homme de fer sur les réseaux sociaux, Nicolas de son prénom, qui a été renversé, à moto et qui a, une jambe et un bras, en métal et qui a décidé d'en faire une force et qui dit que c'est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans la vie. Et ce type que j'ai rencontré, m'a totalement, ému, chamboulé et lui, c'est une vraie figure de sport et j'espère qu'un jour on lui accordera une place, pourquoi pas même sur ton podcast. Mais au-delà de lui, je pense que tout le monde est une figure de sport à son niveau dès lors qu'il inspire, qu'il partage et qu'il se fixe des objectifs inatteignables pour beaucoup, mais que lui
dont lui seul croit en la réussite. Je souhaite et j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie par avance si vous me le faites savoir de la manière qui sera la plus pratique et la plus appropriée pour vous. Merci pour votre soutien. Il est important car ce podcast est porté par des énergies bénévoles. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Figures de sport, à la rencontre de personnes toujours aussi intéressantes et toujours plus inspirantes. À très bientôt.